Marie-Pierre Duquette, libraire secteur jeunesse. Aujourd'hui, je vous présente les fictions jeunesse pour le primaire incontournables pour le mois de juin. Donc, on va commencer avec Mon été haïku aux éditions Druide de Jeanne Pinchot et Claude Loula. Alors, tout d'abord, un haïku, c'est un court poème japonais, d'origine japonaise en fait. Ici, on nous raconte l'histoire d'une écrivaine qui vient d'emménager à Montréal dans un nouvel appartement. Puis, elle a comme objectif, pendant l'été, d'écrire un recueil d'haïkus, mais elle est constamment dérangée par ses deux nouveaux petits voisins d'en bas. Puis, elle tente de les distraire avec des activités créatives en lien avec les haïkus. Donc, on alterne entre des pages qui nous présentent ce récit, puis des pages où on a une sélection de haïkus, comme ça ici. On a des haïkus de grands maîtres japonais, mais on a surtout des haïkus de Québécois, puis même d'élèves d'école montréalaise. Donc, quelques activités qu'elle propose aux enfants, je vais vous les présenter. Alors, elle leur propose de faire une marelle avec des haïkus à l'intérieur. Elle leur propose aussi de peindre des haïkus sur des galets, puis d'aller les disposer un peu partout dans le quartier. Ils vont aussi écrire des haïkus sur l'asphalte à la craie, comme ça ici. Ils vont faire des lanternes en origami sur lesquelles ils vont écrire des haïkus aussi. Puis, à la fin de l'œuvre, on a les petites marches à suivre, en fait, pour les activités qui sont présentées dans l'album. Puis, on a aussi les références de chacun des haïkus qui sont présentés dans les doubles pages là, de sélection d'haïkus. Ce que j'aime beaucoup aussi de ce livre-là, c'est qu'il est parfait pour entamer la poésie avec les enfants. C'est vraiment une belle porte d'entrée. Puis, dans celui-ci, on voit un peu le processus de création des haïkus parce qu'à certains moments, les enfants tentent d'en créer, puis l'écrivaine va les conseiller, va les aider à améliorer. Donc, on voit 3 versions de la création des enfants. Donc, ça nous permet vraiment de voir le processus d'écriture. Alors, Mon été haïku. Ensuite, on y va avec La réparation de mes parents aux éditions 2 par David Goudreau et France Cormier. Donc, c'est l'histoire d'une famille que les parents vont se séparer. C'est écrit de façon très accessible pour que les enfants comprennent ce moment difficile dans leur vie. On illustre ici, regardez, là, que le fil se brise entre les parents, mais que ce fil-là n'est pas brisé entre les parents et les enfants et entre les enfants, le frère et la sœur non plus. Il y a un petit poisson aussi qui est leur animal de compagnie qui va être là partout dans l'œuvre un peu pour dédramatiser la situation. Il va faire des petites blagues, des petits commentaires loufoques. Je trouve aussi que c'est intéressant parce qu'on nous présente vraiment les émotions qui sont vécues par les parents et par les enfants. On parle de la tristesse du papa ici, de la colère de la maman ici. Puis, ce qui va arriver, c'est qu'au moment de la séparation, lorsque la maman quitte la maison, le poisson va disparaître, les enfants vont le chercher pendant un long moment jusqu'à ce qu'ils reçoivent une carte postale du poisson. Alors, le poisson s'est enfui au moment de la séparation. Il est allé faire un petit tour du monde. Regardez ici comme c'est rigolo. Puis, on va comprendre dans sa carte postale qu'il se sent coupable de la séparation. Il dit « J'étais trop tannant, j'oubliais de ranger mes jouets et je faisais pipi dans mon eau. » Alors, il pense qu'il est responsable de la séparation des parents. Donc, c'est vraiment une belle façon, je trouve, de déculpabiliser les enfants qui pensent qu'ils ont un rôle à jouer dans la séparation de leurs parents. Ça se termine aussi sur une note qui est positive parce que on nous parle d'un nouveau lien entre le père et la mère qui est un lien d'amitié. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que les parents se sont réparés, en fait. Donc, ils ne sont plus amoureux, mais ils ont une belle relation d'amitié qui permet à toute la famille de vivre des moments quand même à 4. Alors, voilà. Ensuite, on y va avec Le secret très secret du maître du secret.
comment ne pas être attiré par cette première de couverture avec des couleurs vives, une allure un peu de poupée russe, là, tout s'encastre. C'est aux éditions Thierry Magnier par Vincent Pianina. C'est vraiment un livre totalement hilarant. J'ai beaucoup de choses que j'ai adorées dans ce livre-là. Je ne sais pas par où commencer. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est habillé en chevalier et il va se rendre dans un camp de vacances pour passer la semaine. Alors, voici le petit personnage ici, le petit chevalier. Il va passer la semaine dans un camp de vacances dans la vallée du secret. Et au lieu de participer aux activités du camp de vacances, il va filer en douce à tous les jours pour essayer de trouver le maître du secret et que celui-ci lui révèle son secret. Parce que, en route vers le camp de vacances, il trouve dans l'autobus un dépliant présentant le maître du secret et annonçant qu'il détient un secret vraiment important. C'est pour ça que ça va devenir sa quête. Le livre est séparé, en fait, est organisé par jour. Alors, on a vraiment des péripéties du lundi au dimanche, toute la semaine dans le camp de vacances pour le petit garçon. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle occasion de faire une lecture qui s'étire sur une semaine. Ça garde le suspense, ça permet de travailler la prédiction aussi. Le livre est écrit à la deuxième personne du singulier, donc c'est au-dessus. Le petit chevalier, c'est toi, OK? Alors, c'est toi qui vis les péripéties, c'est toi qui vis l'aventure. C'est pas un livre dont vous êtes le héros parce qu'on n'a pas de décision à prendre dans l'histoire. C'est juste qu'on est constamment interpellé parce qu'on nous parle au-dessus. Le petit garçon va finir par trouver le maître du secret. Le maître du secret va avoir un accident. Je vous présente le maître du secret ici, avec sa barbe hirsute. Le maître du secret va avoir un accident, va se retrouver à l'hôpital, puis le petit garçon va le retrouver par la suite et le maître du secret a oublié le secret à cause de son accident. Par chance, il annonce au petit garçon qu'il a noté le secret sur un bout de papier. Le petit garçon recherche ce bout de papier-là et va finalement le trouver ici. Regardez. C'est le petit mémo qui est à ouvrir ici. Et la fin est tellement surprenante. C'est vraiment une belle chute. Je ne peux pas vous la dévoiler. Il faut que vous alliez ouvrir vous-même ce petit papier pour découvrir le secret de la vallée du secret. J'aime beaucoup aussi les pages de garde. Regardez ici, page de garde en début d'œuvre. On a le plan de la vallée du secret. Puis, ça vous donne peut-être un petit indice sur la finale. La page de garde à la fin, c'est une carte de la montagne du secret. Alors, on a changé de lieu. C'est un livre qui est vraiment hilarant. J'ai éclaté de rire à plusieurs reprises en le lisant. Vous avez sûrement vu aussi avec les pages que je vous ai montrées à quel point les illustrations sont colorées, sont drôles. Les illustrations portent beaucoup l'histoire aussi. Donc, on pourrait, là, sans lire le texte, juste en suivant les illustrations, savoir ce qui se passe, puis comprendre les péripéties vécues par le petit garçon. Un incontournable, selon moi. On y va avec le camping-car de mon papy, par Harry Woodgate aux éditions Kiman. Donc, c'est l'histoire de Papy qui va raconter ses souvenirs à sa petite fille. Donc, il va lui parler de ses souvenirs avec grand-pa. Alors, leurs souvenirs, surtout leurs voyages, leurs aventures en camping-car. Alors, on comprend rapidement que grand-pa est décédé et que depuis, Papy s'ennuie beaucoup. Donc, c'est des souvenirs qui sont empreints de nostalgie. Puis, la petite fille va le ressentir et va avoir l'idée d'aller fouiller dans le garage avec son papy pour aller réparer le vieux camping-car. Alors, je vais vous montrer ici. Dépoussiérer et réparer le vieux camping-car et ils vont faire une belle activité ensemble. Ils vont se rendre à la plage pour faire une soirée de camping tous les deux.
Donc, je trouve que c'est vraiment une belle histoire, c'est touchant, ça parle d'amour, ça parle aussi d'un beau lien qui unit deux générations. Puis aussi, il faut que je vous montre les pages de garde, je suis vraiment fan. Page de garde du début de l'œuvre et à la fin de l'œuvre. Alors, c'est un incontournable pour un beau petit moment de lecture. Maintenant, dans un tout autre thème, à qui appartiennent les nuages aux éditions La Pastèque par Mario Brassard et Gérard Dubois. Alors, c'est une œuvre sur la thématique de la guerre. C'est une jeune femme qui va nous parler de ses souvenirs d'enfance pendant qu'elle vivait la guerre. Il n'y a pas d'époque qui est nommée, il n'y a pas de lieu non plus qui est nommé, donc ça peut vraiment être pour toutes sortes de pays, toutes sortes de situations. J'ai pas eu l'impression pendant ce livre-là de me faire raconter une histoire. J'ai plutôt eu l'impression qu'on sélectionnait des illustrations, qu'on choisissait judicieusement des mots pour me faire vraiment ressentir la douleur qu'on peut ressentir, l'incompréhension, l'inquiétude, la peur quand on est dans une situation de guerre. Je vous lis un passage ici. Il faut savoir qu'à cette époque de ma vie, chaque fois que je fermais les yeux, j'avais l'impression de rater quelque chose, comme si on profitait de mon absence pour abîmer un peu plus le monde. Donc, vous voyez que le texte est assez court, il y a beaucoup de place pour l'interprétation, des inférences aussi qui sont à faire. Donc, c'est une œuvre qui est idéale pour le 3e cycle, même pour le début du secondaire. Puis, je vous la conseille en accompagnement parce qu'on va vraiment pouvoir aller plus creux dans l'interprétation du livre. Regardez ici la jeune fille qui nous explique qu'elle ne peut plus dormir et que de toute façon, chaque fois qu'elle tente de dormir, elle fait le même rêve. Et regardez, on voit son rêve là, qui sort de l'oreiller. C'est une file de gens qui tentent de fuir le pays. Regardez ici, ça se poursuit dans les pages. Tantôt, quand je vous parlais d'illustrations qui nous amènent des émotions, là, regardez ici la surprise de la foule, la crainte dans les yeux des personnages. Ici, avec le soldat au centre qui hurle. On est vraiment dans des noirs, des gris, gris pâle, gris foncé. Donc, on ressent vraiment toute le poids là, de la noirceur, du tourbillon de noirceur dans lequel les gens qui vivent la guerre sont plongés. À quelques reprises, il y a des couleurs. Regardez ici l'utilisation du rouge, puis on va avoir un peu de bleu pâle aussi pour nous symboliser l'espoir à quelques moments. Je vous lis aussi ce passage-là ici qui est magnifique. Je vous épargne les ampoules aux pieds, la faim, la soif, l'horizon qui reculait sans cesse et le reste. Mais si je voulais tout vous raconter, même si je voulais tout vous raconter, cela ne servirait à rien. Que cette douleur ait déjà été vécue une seule fois par quelqu'un suffit, je crois. Je reviens au titre. Alors, à qui appartiennent les nuages? La jeune fille se pose la question quand elle est toute petite en voyant passer des nuages noirs au-dessus d'elle. Elle se demande à qui ils appartiennent ces nuages-là. C'est la maison de laquelle de mes amis qui est en train de brûler. Puis, on fait un retour sur cette idée-là qu'elle avait quand elle était petite. À la fin, lorsqu'elle a 34 ans, elle dit qu'elle se questionne encore sur les nuages sombres qu'elle voit passer. Elle se demande toujours à qui ils appartiennent, à quel pays en guerre ils appartiennent. Donc, c'est vraiment un livre pour nous sensibiliser à la situation que peuvent vivre des gens dans le monde présentement. Il y a aussi de l'espoir à la fin, il y a place à la guérison aussi. Donc, c'est un thème qui est lourd, mais qui est bien abordé. Je vous le recommande fortement. On y va avec le grand livre des super trésors, les seuls qui comptent vraiment, aux éditions Père Fouettard. Donc ici, on a 18 enfants qui vont faire une petite introspection, si je peux dire, pour aller vraiment chercher à l'intérieur d'eux, aller voir dans leur cœur, c'est quoi qui est vraiment important pour eux, qu'est-ce qui compte vraiment pour eux. On s'éloigne de tout ce qui est matériel, là. Je vais vous présenter certains exemples
Donc, on a toujours le petit portrait de l'enfant qui est présenté dans un paragraphe, puis une belle illustration dans l'autre page. Alors ici, par exemple, on a le super trésor d'Alex qui est « Aller toujours plus loin ». Le super trésor de Léo ici qui est « L'amour ». Le super trésor de Maïko, ce sont les livres. On a le super trésor d'Élise, la santé. Alors, on a la connaissance, les rêves, l'amitié, être soi-même, la méditation. Regardez ici le super trésor de Homer qui est la nature. Donc, je trouve que c'est une activité qui est difficile à faire pour un enfant, de prendre conscience de ce qui est vraiment important pour lui, mais en ayant des modèles comme ça ici, ça va vraiment lui permettre d'aller voir quelles sont ses passions, quelles sont ses valeurs, puis pouvoir se connaître davantage. Puis il y a aussi, c'est intéressant, à la fin, il y a une petite liste à cocher, en fait, de tous les super trésors qui sont présentés dans l'œuvre. Donc, l'enfant peut aller choisir ceux qui lui parlent un peu plus. Ça peut être un seul super trésor, comme ça peut en être plusieurs. Alors, le grand livre des super trésors. Le grignoteur. Ah, chapeau pour la typographie du titre. Regardez comme c'est créatif. Chapeau aussi pour le format. On a un livre ici qui s'ouvre comme ça ici, qui va se lire de haut en bas. C'est fait par Frédéric Laurent aux éditions Baliverne. C'est un livre qui est idéal pour une mise en voix. Je vous présente pourquoi tout de suite en vous lisant un extrait. Alors, c'est une conversation, on est témoin d'une conversation entre le livre lui-même et ce petit personnage ici. « Permettez, je suis tout de même chez moi. D'ailleurs, à qui ai-je l'honneur? » Robert Larousse, pour vous servir. Aventurier de papier, chemineur de parchemin, ratisseur de bibliothèque, je traque les monstres qui se cachent dans les livres. Alors, ce sont les deux personnages, le livre et le chasseur Robert Larousse. Donc, Robert Larousse va annoncer au livre qu'il y a un monstre qui se cache dans ses pages. C'est pas n'importe quel monstre, c'est le pire de tous les monstres. On n'ose même pas prononcer son vrai nom. On l'appelle, on le surnomme le grignoteur. Et là, le grignoteur va se mettre à commettre ses crimes et à venir manger des lettres dans le discours du livre. Donc, ça devient de plus en plus hilarant parce qu'on comprend presque plus ce que le livre veut dire. Le temps file parce que le livre peut presque plus s'exprimer. Le chasseur va lui demander d'utiliser toutes les lettres qui lui restent pour lancer un dernier cri afin d'attirer le monstre et sa ruse va fonctionner. Il va capturer en plein vol le grignoteur. Il va aussi nous expliquer que grâce au phylactère, ces lettres sont protégées. Alors, le grignoteur ne peut pas s'y attaquer, mais il se trompe sur ça parce que le grignoteur réussit à manger le phylactère au complet. Alors, on a quelques pages où on se retrouve sans texte. Alors, le chasseur est ébahi, mais il va trouver un crayon. Et il va pouvoir nous révéler la superbe morale touchante et attendrissante sur le pouvoir de la lecture. Alors, ça va comme suit. Craignez, fuyez, redoutez. Le pire des monstres, ennemi de nos livres, son véritable nom est ignorance. Chassez-le, expulsez-le, délogez-le. Comment, me direz-vous? En amadouant les mots, en défrichant les phrases, en parcourant les pages, en ouvrant les ouvrages. Pour ne pas vous laisser facilement grignoter, lisez. Alors, quelle belle morale attendrissante pour finir l'œuvre. Et c'est pas tout, regardez les pages de garde à la fin. On a des affiches recherchées pour différents monstres. Ça va du conjugator au syntaxus, en passant par le Lettromuetos, pardon. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle piste pour peut-être enlever le poids des erreurs dans les écritures pour les enfants, puis dire que c'est la faute de ces petits monstres-là, puis d'aller chercher des solutions pour les chasser de nos écritures. Je pense que c'est un indispensable dès le premier cycle du primaire, mais ça peut aller jusqu'au 3e cycle. C'est hilarant du début à la fin. Je termine avec Juliane au mariage.
Donc, c'est écrit par Jessica Love aux éditions Pastel. Jessica Love avait déjà fait Juliane est une sirène. C'est un livre avec très peu de texte et beaucoup d'illustrations somptueuses. Regardez, ça commence en force avec les pages de garde ici. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de texte parce que les illustrations parlent beaucoup ici. L'histoire est très simple. Juliane se rend à un mariage. Il va y rencontrer une copine, Marisol. Les deux enfants vont s'amuser pendant le mariage, se cacher sous la table. La jeune fille va remplir sa robe de boue parce qu'elle joue avec un petit chien. Et, regardez ici, et Juliane va l'aider sous un saule il va lui donner sa chemise pour lui fabriquer une seconde tenue pour terminer la soirée. Ce que j'aime beaucoup de ce livre-là, c'est qu'on a des messages très puissants à l'intérieur, à commencer par cette illustration ici, où on nous dit qu'un mariage, c'est pour fêter l'amour. Aussi simple que ça. Donc, on peut voir que les personnages dans ce livre-là ont le droit d'être eux-mêmes, tout simplement, d'être heureux puis d'être eux-mêmes. C'est un très beau livre sur la diversité. Un autre beau message, lorsque la jeune fille est toute salie de boue, elle va voir sa grand-mère pour lui dire qu'elle s'est salie. Et la grand-mère lui répond « Oui, ma chérie, mais maintenant tu as des ailes. » Donc, je pense que c'est une phrase qui a place à beaucoup d'interprétations. Pour ma part, j'ai vu ça comme si, même si elle traversait des épreuves, des difficultés, elle en ressortait grandie, elle en ressortait plus forte. Donc, je pense que c'est un message qui est vraiment essentiel. C'est un livre à mettre dans toutes les bibliothèques, puis à relire et relire. Observer aussi les expressions faciales des personnages. Ça parle beaucoup. Regardez ici, lorsque les deux grands-mères vont aller découvrir les deux enfants qui se cachent sous le saule. Il y a vraiment une belle complicité aussi, une belle ouverture de la part des grands-mères face à leurs petits-enfants. Alors, je le recommande fortement. Bonjour, mon nom est Mélissa Durand, je suis libraire jeunesse pour la librairie Monet. Je vais vous présenter aujourd'hui les livres fiction primaire. Allons-y. Pour le mois de juin, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, le premier, c'est Miss X et Mr. Pug, des éditions Pulp Fiction. Je fais un petit pouce pour vous dire que la Maison Poulpe est assez récente. Elle est partie en 2017 en France et ça vaut la peine, ils font vraiment des très belles œuvres. Donc, lui, c'est un de leurs petits derniers. Donc, nous avons une histoire de super-héros. Comme on peut le voir avec les deux personnages sur la couverture, on a Mr. Pug qui est juste ici et Miss X qui est juste ici. Dans le fond, essentiellement, on est dans le contre-stéréotype. Donc, on a une jeune fille de 12 ans qui s'appelle Xochipillia. C'est pas un nom inventé, c'est le nom d'une divinité aztèque. Et elle a des pouvoirs, c'est vraiment l'idée de la super-héroïne qui a des influences tirées des insectes, donc la super force, la super vitesse, les choses comme ça. Et dans le fond, cette jeune fille-là, c'est la fille de la sœur jumelle de notre super vilain. Et notre super vilain, c'est Mr. Pug, qui me fait penser beaucoup à Megamind. C'est le genre de super-héros qui est un peu mégalomane, un peu dandy, qui a des excellentes idées, mais pas de grandes compétences sociales. Et lui, dans le fond, c'est ça, il a des vues sur la planète, sa sœur jumelle est partie, et il découvre qu'il a une nièce qui est une super-héroïne, et disons que c'est très pratique pour conquérir le monde d'en avoir une. Le problème, évidemment, c'est que lorsqu'ils vont se rencontrer, on a une jeune fille qui ne souhaite pas être une super vilaine. La rencontre se déroule un peu mal et finalement, l'oncle va se faire kidnapper à son tour parce que, bon, il y a un super vilain, un Tchèque, qui veut avoir la technologie de la sœur jumelle. Donc, c'est vraiment la diptyque un peu super-héros. Tout le monde veut les plans de tout le monde parce que tout le monde est génial. Mais c'est très divertissant. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a plusieurs... je ne sais pas si je peux vous retrouver la page. On a des images dans le roman.
Et on a vraiment beaucoup de technologies. On parle de sciences naturelles, on parle énormément de justement les insectes qui ont une super puissance. C'est vraiment très intéressant d'un point de vue de différents domaines des sciences naturelles. Et vraiment, on va dans les contre-stéréotypes. Ça fait vraiment du bien d'avoir une jeune fille qui sait ce qu'elle veut, mais en même temps, on a un super-héros qui a une sensibilité. C'est vraiment très beau. Donc, vraiment, à pas contourner. Le suivant, c'est Niche, le Nord et le Sud, le premier tome. Je tiens à dire que c'est vraiment formidable qu'on ait de plus en plus d'œuvres sur la communauté autochtone. Ici, on est à Metimekush, on est au nord du 55e parallèle au nord, et on est avec des jumeaux. Donc, on a le point de vue d'une jeune fille, on a le point de vue d'un jeune homme qui ont à peu près 13 ans. On a Héloïse et on a Léon, qui sont juste ici. Donc, dans le fond, ce qu'ils vont nous raconter essentiellement, c'est qu'est-ce qui se passe dans leur communauté. On va avoir vraiment une diversité de thèmes associés à notre communauté autochtone à Metimekush. On a 3 axes principaux, si je peux au moins vous aiguiller là-dessus. Le premier axe, c'est le fait que les jumeaux ont un père qui est malade. Il combat un cancer je crois que c'est la prostate, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est un cancer. Et le problème, évidemment, que ça pose, c'est qu'il n'y a pas d'hôpital dans cette région-là suffisamment avancé pour traiter un cancer. Donc, le père doit se rendre à Québec, qui est au sud. Et ça fait en sorte que les jumeaux ont plus de père pendant plusieurs mois. Donc, il y a une distance et c'est difficile à vivre pour des adolescents de ne plus avoir leur père. Donc, ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est celui de Léon, qui nous explique que ça fait quelques années à peine qu'ils ont un aréna, ça fait à peine quelques années que les jeunes garçons peuvent faire du hockey. C'est leur sport de prédilection, comme c'est le sport de prédilection des jeunes garçons et des jeunes filles dans le sud. Mais bon, ils sont un peu en retard à cause, bon, l'aréna vient d'arriver, le matériel, bon, c'est pas aussi acquis qu'ici. Et d'ailleurs, ils vont souligner souvent le fait que, ben, dans le sud, les jeunes garçons, les jeunes filles font du patin à 3 ans. C'est pas forcément le cas à Metimekush. Donc, c'est leur premier championnat. Ils sont tout excités. Ils vont affronter d'autres communautés, dont Wendake, qui est près de Québec. Et c'est la première fois qu'ils vont goûter vraiment à un championnat de hockey. Et ils ont très hâte. Donc, c'est vraiment d'aller chercher dans la passion du sport. Ils ont un coach qui est formidable, qui a vraiment une très belle vision du sport. J'ai vraiment été touchée parce que, on le sait, les ados, des fois, avec les coachs, ben, on est un peu dans l'anxiété de performance, la compétition, puis il faut être le plus fort. Eux, c'est vraiment pas ça. C'est la logique de l'équipe. C'est leur force de pouvoir se comprendre entre eux et d'être sur la glace. C'est vraiment très beau. Et le troisième axe, c'est Héloïse qui va nous l'apporter, qui nous parle un peu plus de la communauté. Donc, les enjeux sociaux, on le sait, il y a de l'alcoolisme, il y a de la violence conjugale, il y a la pauvreté, il y a l'inaccessibilité aussi à certaines ressources comme les fruits et les légumes. C'est vraiment, on tourne un peu autour de ça. On parle de la pollution aussi, on parle des usines qui ont tendance à pousser les villages des réserves autochtones pour aller chercher des minéraux dans le sol. Ça ne va même pas profiter à la communauté. On parle vraiment de tout ça. C'est vraiment très bien. C'est sûr que, bon, le début est un petit peu lent. Il faut laisser un petit peu le contexte se profiler. Mais ça vaut vraiment la peine. C'est une belle occasion de voir qu'est-ce qui nous rassemble en tant que Québécois et Autochtones et qu'est-ce qui nous différencie et comment nous, dans le fond, on peut se mettre un peu à la page de ce qui se passe dans les communautés autochtones. Non, ils ne vivent plus dans des tipis. Non, ils ne s'habillent plus en peau. Il y a tout ça. Il y a l'aspect modernité qui, parfois, dans nos esprits à nous, n'est pas tout à fait à la page. Fait que c'est vraiment très bien. Vraiment, je remercie beaucoup Mme Picard d'avoir pris le temps d'écrire quelque chose pour la jeunesse. On a beaucoup d'œuvres chez les adultes, mais clairement, ça manquait chez nous en jeunesse. Donc, incontournable. Le troisième, la 13e maison des Bradley, qui, bon, c'est pas évident dit comme ça, mais c'est une sorte de polar fantastique, qui est quand même une bonne brique, je tiens à mentionner. Donc, je dois vous expliquer un peu le contexte parce que sinon, vous ne comprendrez pas. On parle d'une histoire, d'une légende autour d'une famille qui aurait voulu suivre l'étoile du Nord. Et pour cette raison, se sont retrouvés effectivement dans un Nord assez inhospitalier. Et à chaque fois qu'ils essayaient de bâtir une maison, la nature prenait le contrôle et, bon, la maison tombait ou s'effondrait ou, bon, c'était trop difficile pour eux. Ils ont été voir une nation, le peuple des plaines qu'appelle, qui pourrait être une sorte de communauté autochtone, et qui vont leur demander de l'aide. Et eux, ils vont bâtir 4 objets qui vont leur permettre de dompter les éléments de la nature, le vent, la foudre, les choses comme ça. Il y en a 4. Et c'est grâce à ça qu'ils vont réussir à bâtir une maison. Là où ça devient intéressant,
c'est que, oui, ils vont avoir bâti une maison, ils sont bien, mais c'est jamais assez. On va construire une salle de bal, on va construire une allée de quilles. Excusez. On va toujours grossir la maison, c'est pas assez. Là, on rentre dans une logique de surconsommation, de est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non, ils n'en ont pas de besoin, mais ils vont le faire quand même parce qu'ils ont le pouvoir de le faire avec les 4 objets. Fait qu'on a quand même une sorte d'analogie à notre façon de trop exploiter la nature, de prendre pour acquis qu'on a un pouvoir sur elle. Et éventuellement, ça va leur jouer des tours. Et les peuples des plaines, dans le fond, vont se faire retourner la nature contre eux et la maison va s'effondrer. Et la famille n'aura pas le choix de se morceler à travers le monde. Et la malédiction qui va les suivre, c'est le fait qu'ils ne peuvent pas rester longtemps à un même endroit. Ils doivent bouger sans arrêt, sinon les éléments reviennent se déchaîner contre eux. Il y a aussi des présages, les oiseaux du Nord notamment, qui viennent et qui sont un peu précurseurs à toutes ces catastrophes-là. Et c'est là qu'on arrive à la famille Bradley. Donc, on est peut-être une dizaine de générations plus tard. On suit, dans le fond, oh mon Dieu, son nom, Noah, oui. Noah qui est le fils aîné avec son petit frère. Je me rappelle jamais des noms, je suis vraiment désolée. Bon, son petit frère. Et dans le fond, eux, ce qu'ils vont nous raconter, c'est le fait qu'ils arrivent dans leur 13e maison. On devine que c'est à peu près une maison par année. Et là, ils sont heureux parce qu'ils se disent, oh mon Dieu, c'est peut-être la bonne cette fois-ci. On va enfin avoir un chez nous. On sent qu'on est bien à l'école. Mais malheureusement, la malédiction va revenir et va les atteindre. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, à travers la simple logique de malédiction, c'est un peu les thèmes qu'on va aborder. Noah va à l'école, il est dans un gang qui ne sont pas toujours bien fins avec une jeune fille. Il y a une forme de harcèlement qui se profile autour de ça. Et Noah, il est un peu silencieux. Il va finir par rencontrer cette jeune fille-là qui, elle aussi, elle a des choses pas faciles à vivre. Donc, on a des thèmes qui sont intéressants. On a le petit frère de Noah qui est très fashionista. Et on pourrait penser qu'il va se faire un peu intimider à cause de ça, mais non, les gens autour de lui le trouvent mignon. Donc, il y a beaucoup de thèmes sous-jacents dans ce livre-là que j'ai beaucoup aimé. Mais de manière générale, l'histoire, elle est addictive, elle est bien écrite. On veut savoir comment la famille va s'en sortir. Les jeunes sont débrouillards, mais les adultes sont pas stupides. Parfois, dans les polars, les adultes sont un peu abrutis pour permettre aux jeunes d'avoir plus de réflexion, mais pas dans celui-là. Je suis vraiment contente pour cet aspect-là. Donc, probablement plus pour les bons lecteurs, étant donné qu'il y a quand même 200 quelques pages, mais assurément un très bon livre à découvrir dans le genre polar fantastique. Ah, un Québécois, L'Oiseau rare. L'Oiseau rare, on le voit, c'est un petit livre. La page couverture nous le dit assez bien sur quoi est-ce qu'on s'enligne. Le dos aussi, je vais vous le montrer. Donc, on a cette petite fille-là, en fait, qui vit avec, je ne sais pas exactement si c'est son oncle, mais c'est un professeur qui est un expert en oiseaux. Et elle, dans le fond, elle va découvrir un couple de merles d'Amérique on va avoir un bébé, il y a un petit œuf. Et c'est cet oiseau-là, Mélodie. Et Mélodie, en grandissant, au lieu de développer des plumes, va développer des feuilles. Donc, on a un oiseau qui est vraiment atypique. Il y a des oiseaux à travers les 4 coins du continent qui vont venir voir ce bébé-là, qui est extraordinaire. Comment ça se fait qu'elle n'a pas de plumes? Comment ça se fait qu'elle a des feuilles? Qu'est-ce que ça signifie? Un peu dans la logique des jumelles Dionne qu'on a eues, nous, au Québec, les 5 jeunes filles qui étaient nées, les quintuplettes. C'est un peu cette logique-là. Il y a une forme de curiosité morbide. Les gens viennent, mais est-ce que c'est vraiment pour garder le bébé autant que c'est pour alimenter une certaine curiosité? On peut extrapoler sur ce sujet-là assez facilement. Il y en a d'autres qui disent « Oh mon Dieu, c'est contre nature, qu'est-ce que c'est ça? » Et là, on peut relater un peu plus à la multiethnicité. Il y a plein de façons de l'utiliser, ce livre-là. C'est vraiment très intéressant. Et Mélodie va aller à l'école et va subir de l'intimidation. Il y a des oiseaux qui vont lui dire notamment « Ah ben, tu as des feuilles, tu vas les perdre à l'automne, tu vas être toute nue. » Bon. Mais à travers tout ça, c'est de dire que Mélodie, elle est intelligente, elle a des plans et elle va surmonter ces difficultés-là pour éventuellement faire des recherches. Et ces recherches-là, elle veut les faire sur les oiseaux migrateurs. Et ce qu'elle va découvrir, je vous divulgage un peu, mais elle va découvrir une forêt où les arbres ont des plumes. Donc, on voit qu'il y a une complicité, il y a une complémentarité qui se fait entre l'environnement et l'oiseau. Et c'est vraiment très beau, c'est bien écrit, je trouve ça très poétique. Ça parle des oiseaux, c'est vraiment rare. Et on a plein de petits relatifs entre l'oiseau et ses qualités, ses couleurs, ses traits de caractère aussi. Fait que c'est vraiment très joyeux, c'est très
comment dire, c'est le fun de voir qu'il y a toutes sortes d'oiseaux pour faire un monde, autant qu'il y a autant d'humains pour faire un monde. On peut faire un pont là-dessus. Et j'attire votre attention, dans le fond, sur la fin, parce qu'à la fin, vous avez un petit guide qui est ici. Et vous avez à peu près une vingtaine d'oiseaux répertoriés avec leurs photos, avec leurs descriptifs, et vous pouvez mettre la date auquel vous l'avez aperçu à la fin. Donc, c'est vraiment un petit guide qui est ajouté. Fait que pour ceux qui voudraient faire davantage de l'observation. Fait que c'est vraiment très beau. Si vous voulez encourager justement une œuvre qui vient d'ici, c'est vraiment superbe. Il y a des images aussi. Il y a même un chat qui fait de l'Alzheimer dedans. C'est bien de relater un petit peu aux conditions qu'on peut voir aussi autour de nous. Et bon, on aborde le deuil avec ce chat-là. Fait que c'est vraiment très beau. C'est très différent. J'en ai rarement vu des comme celui-là. Donc, à voir. Plus dans le registre horreur, La Bête à pile. Je vous présente plus la collection noire aux éditions Courte Échelle. C'est très connu. En ce moment, c'est très vendeur. Donc celui-là, c'est un des deux derniers qui nous sont arrivés, La Bête à pile. Un peu dans la logique de Christine de Stephen King, on est dans une technologie maléfique qui va développer des émotions et qui va éventuellement avoir, disons, des comportements meurtriers. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. On a Victor qui a asticoté sa famille pour avoir un petit robot à Noël et finalement, il va avoir gain de cause et il va l'avoir. C'est un petit robot qu'on peut programmer. Et ce qui est amusant, dans le fond, c'est ça. On peut faire des petits parcours à faire et dans le fond, plus on le programme, plus on lui donne une faculté de réfléchir et de concevoir des problèmes. Donc, vraiment, on est dans une logique d'évolution de la technologie. Mais éventuellement, on a l'impression que cette technologie-là se développe une personnalité, mais pas agréable. Donc, au début, elle invite Victor à avoir des secrets, à contrevenir aux ordres de ses parents, à même sécher l'école. On voit que la tendance, elle est maléfique, mais Victor, vu que c'est à son avantage, il ne cerne pas le problème derrière tout ça, même s'il sait qu'au fond que c'est amoral, que ça ne marche pas. Et c'est un peu ça qui est intéressant, dans le fond, le rapport entre la technologie et l'enfant. Victor va carrément prendre tout son temps avec le petit robot, plus voir sa famille, plus voir ses amis, il n'y a plus vraiment de hobby. Donc, une certaine cyberdépendance qui s'installe là-dedans, une relation qui est vraiment toxique. Fait que c'est vraiment une belle occasion de pouvoir en parler avec nos jeunes qui sont de cette génération-là. De dire que oui, la technologie, c'est bien, mais il ne faut pas non plus qu'elle prenne le pas sur nous. Et il faut savoir aussi à un moment donné où s'arrête ce qui est moral et amoral à travers la technologie. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il y a plein de façons de l'exploiter. C'est très aéré. Il y a certaines images noires qui entrecoupent au niveau des chapitres avec certains émoticônes. Donc, ça nous laisse un peu présager qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc, un autre très bon livre dans cette collection-là, et c'est un tome unique. Donc, vu que c'est un 2 lunes, environ 9 ans et plus. Ah oui, Simone et la rétrovoyante. J'ai vraiment bien rigolé avec celui-là. On est dans une logique de famille voyante, on s'en doute un peu. Et dans le fond, on en rigole beaucoup. Ça fait partie un peu de l'univers. Tout le monde a un peu ce pouvoir-là dans la famille. Et on fait beaucoup de jokes dessus. Mais Simone, elle, c'est un cours de gymnastique. Elle a vu Jean-Marc, qui est un garçon qui est super gentil, qui est très poète, il écrit des lettres, il est vraiment mignon. Et bon, son cœur s'est un peu affolé et elle s'est retrouvée à tomber en haut. Et à partir de là, ses pouvoirs se sont détraqués et au lieu de lire le futur, elle lit le passé. Mais pas n'importe quel passé, un passé hypothétique. Donc, quand elle croise quelqu'un et qu'elle lui fait la lecture de son passé, c'est souvent en lien avec une action précise qui a, dans son histoire, changé un élément majeur. Donc, souvent quelque chose qui est un peu en lien avec les regrets. Donc, la personne ne veut pas forcément, on ne veut pas savoir à quel moment de notre histoire est-ce qu'on a raté une occasion d'avoir une vie meilleure qu'on a. Donc, son pouvoir est vraiment... personne n'en veut, là, dans le fond. Et pour l'aider, ses parents vont l'envoyer dans une sorte d'école où on forme les voyants. Mais c'est les plus jeunes, dans le fond. Elle a 13 ans et elle se retrouve avec un paquet d'enfants qui ont tous à peu près des talents pour la voyance. Et là, elle se sent évidemment infantilisée. Et on apprend, dans le fond, qu'il y a cette douance-là, dans le fond, de lire le passé, elle est très mal vue. Mais il y a quand même un groupuscule de gens qui voudraient l'utiliser. Et là, on rentre dans quelque chose que j'avais jamais vu en littérature jeunesse, et c'est l'idée de faire des histoires pour le commerce.
Donc, les malfrats qui vont s'en prendre à Simone, c'est un peu ce qu'ils vont expliquer. On est dans une logique de consommation d'histoire. On ne se soucie plus vraiment que l'histoire soit de qualité ou que ce soit cohérent. On veut que ça punch, on veut qu'il y ait... on veut quelque chose qui se vende. Les Netflix de ce monde, les Disney de ce monde sont comme ça. Et on fait des suites en plus finir. C'est très intéressant de pouvoir l'aborder parce que c'est effectivement le cas. Dans la littérature, c'est pareil. On le voit que des fois, il y en a que c'est juste de surfer sur la vague et finalement, c'est exactement la même histoire, mais recyclée 100 fois. Et dans le fond, ce qu'ils expliquent, c'est que Simone, elle va venir un peu contrebalancer tout ça en amenant des histoires qui sont neuves dans le passé hypothétique. Fait que c'est vraiment cool. C'est une thématique que j'avais vraiment jamais vue. Les personnages sont assez rigolos. J'adore Jean-Marc, un garçon qui écrit des lettres et qui fait des jeux avec les figures de style. C'est tellement beau. C'est bien de valoriser les garçons qui sont bons en littérature. Donc, vraiment, un gros coup de cœur. J'ai vraiment bien aimé. Genre de livre que je relirai assurément. Et le petit dernier, un autre livre autochtone, L'ours et la femme venue des étoiles. Donc, je vous le dis d'emblée, ce n'est pas une histoire qui s'inscrit dans le registre folklorique autochtone. C'est plutôt une femme de notre époque qui s'imagine, dans le fond, une fable sur la genèse de l'humanité, dans le fond. Fait que c'est très récent, dans le fond. Ça date vraiment de 2021, mais ça a le look d'une vieille histoire. Et dans le fond, on est vraiment dans un principe de création du monde. On nous explique, dans le fond, qu'il était une fois un petit ourson qui est né d'une maman ours qui, elle fait partie, dans le fond, de la constellation, elle fait partie des étoiles. C'est notre grand ours actuel. Et elle se fait chasser par un chasseur qui voudrait prendre sa fourrure d'étoile et la remettre à sa bien-aimée, qui est une étoile d'ailleurs. Donc, pour protéger son ourson, elle va l'envoyer sur notre planète. Et dans le fond, le petit ours d'étoile va devoir grandir et s'adapter à l'environnement. Mais il n'est pas tout seul. Il y a d'autres entités qui viennent des étoiles et qui ont décidé de prendre des formes diverses. On en a qui ont pris la forme d'arbres, de rochers. Donc vraiment, une logique de la nature est en train de se monter. C'est très beau, c'est très bien décrit, c'est vraiment très, très créatif. Et dans le fond, notre ours va devenir, à terme, le premier homme autochtone. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il est en amour avec une autre entité des étoiles qui, elle, va d'office devenir la première femme autochtone. Et contrairement à la genèse chrétienne, où la femme est un peu la continuité logique de l'homme, ici, l'homme et la femme sont nés en même temps. Donc, une égalité totale entre les deux. Ils se complètent et ils se protègent l'un l'autre. Il y a vraiment une belle logique de complémentarité entre les genres. Ça fait du bien de voir ça. Fait que c'est vraiment très, très court. C'est bien écrit. Mais encore une fois, c'est une belle occasion de voir comment s'articule la fable, l'histoire autour des nations, des Premières Nations. C'est vraiment très, très beau. Et je crois qu'on nous avait mis un petit... Oui, c'est ça. On nous a mis un petit lexique à la fin pour nous expliquer certains mots qui nous viennent des Abénakis, parce que c'est la communauté Abénakis qui est ici. Donc, c'est ça pour l'ours et la femme venue des étoiles. Donc, ça conclut, dans le fond, la liste des livres primaires pour le mois de juin, les fictions. Donc, j'espère pouvoir vous retrouver la semaine prochaine. Donc, une bonne journée à vous.